Trump is back. L'ex-président américain républicain de retour ce mardi réélu à la tête des États-Unis. Il a d'ores et déjà engrangé 277 grands électeurs contre 224 pour la démocrate Kamala Harris. Analyse d'une victoire historique avec notre éditorialiste maison. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Gilles. Donald Trump est de retour. Oui, effectivement, il est de retour. C'est officiel maintenant. On n'a plus besoin d'attendre un caractère officiel puisque Kamala Harris n'a pas eu l'attitude de Trump. On ne l'a pas entendu, on n'a pas entendu les gens de son groupe contester des élections, demander que les voix soient recomptées. C'est ça qui peut retarder la victoire de Donald Trump. Mais s'il n'y a rien de tout cela, le système américain est connu. C'est un vote des grands électeurs. On connaît le nombre de grands électeurs qu'il y a par État, mais dès qu'on obtient les résultats par État, ces grands électeurs sont soit du côté des démocrates, soit du côté des républicains. On fait l'addition et on a le résultat sans pour autant avoir besoin d'attendre le résultat officiel. D'ailleurs, vous avez un certain nombre de présidents de pays africains, européens qui ont déjà félicité Donald Trump, ce qui veut dire que les gens considèrent clairement que même s'il n'y a pas encore la proclamation officielle, il faut considérer que Trump est bel et bien de retour à la tête des États-Unis. Effectivement, le président Touré Faure-Gnassingbé l'a félicité. Le président brésilien Lula en a fait de même. Emmanuel Macron, Vladimir Poutine. Finalement, ce scrutin a été annoncé très serré, mais la victoire semble large. Oui, la victoire est plus large que ce que pratiquement tous les analystes attendaient. S'il y a surprise dedans, c'est vraiment à ce niveau, au niveau du score. Puisque les gens insistaient sur les états clés, comme on les appelle. Mais si vous regardez ce qui s'est passé au niveau des états clés, et c'est ça qui explique... Pennsylvanie, Michigan, effectivement, c'est ce qui explique l'avance de Donald Trump, même là où on pensait que les démocrates allaient pouvoir l'emporter. De façon générale, Trump l'a emporté. Et ces États, on les appelle États clés parce que quand vous l'emportez, le nombre de grands électeurs qui se trouvent dans ces États est plus élevé que celui qui se trouve dans les autres États. Mais en remportant les États où le nombre d'électeurs sont les plus grands, mais même en remportant un nombre d'États qui n'est pas extraordinaire, il se retrouve avec un nombre de grands électeurs qui dépasse largement ce que Kamala Harris a pu obtenir. Finalement, est-ce que c'est Donald Trump qui a gagné ou c'est Kamala Harris qui a perdu? Je me dis que Kamala a perdu, c'est un fait. Parce que c'était elle, quand même, qui faisait la concurrence avec Donald Trump. Quand on fait une analyse et qu'on regarde comment elle est partie dans cette campagne avec beaucoup de retard par rapport à Trump, comment au départ, avant qu'elle ne soit désignée, ce sont ses propres partisans, parmi les démocrates, qui montraient ses insuffisances, qui critiquaient, qui disaient que ça ne doit pas être elle, parce que c'est comme ça que cela s'est fait. Il faut dire qu'elle est partie avec énormément de retard par rapport à Donald Trump. Parce que Trump, il faut être clair, il a commencé sa campagne électorale à la fin de l'élection présidentielle qu'il a gagnée. Autant il refusait le résultat, autant il avait commencé sa campagne électorale. Mais ça fait qu'effectivement, quand on regarde les jeux, ils ne sont pas partis, si on peut l'appeler ainsi, sur une base égale. Donald Trump est parti avec une véritable longueur d'avance. Et l'autre élément, Kamala n'est pas comme Trump. Trump a est-ce qu'il faut appeler des électeurs, des militants? Trump a des adeptes. C'est-à-dire, il y a un électorat, même dans les sondages, ça se disait de façon très claire, on est sûr que Trump pourra avoir tel nombre de voix. Puisque c'est des gens, c'est du Trump ou rien. Il n'y a pas un discours qui peut les amener à changer d'avis. Kamala Harris n'a pas cette chance d'avoir ses adeptes. Les gens l'ont écouté, certains ont été convaincus par moment ils ne l'ont pas été, et Trump a eu l'intelligence de ne pas se contenter de son électorat, d'aller chercher l'électorat également des démocrates habituellement, bien qu'on l'accuse souvent d'être raciste. On l'a vu s'intéresser à l'électorat de couleur au niveau des États-Unis. On l'accuse d'être plutôt contre les femmes. On l'a vu s'intéresser à l'électorat des femmes en disant qu'il va protéger les femmes, même si les femmes ne veulent pas qu'il les protège, etc. Trump ne s'est pas contenté de son électorat. Mais regardez le nombre de meetings qu'il a fait. Regardez même au dernier moment comment il a
fait plusieurs meetings sur une très courte période, mais il s'est battu à fond. Donc, comme on le disait, tout le monde savait qu'il était possible qu'il gagne les élections. D'ailleurs, avec Biden, les gens l'avaient déjà déclaré vainqueur très loin même avant les élections. C'est avec Kamala, avec sa remontée, qu'il y a eu des hésitations à un certain moment, mais au finish, Trump l'a emporté. Oui, mais vous avez évoqué le retard qui disait par Kamala Harris, le retard à l'allumage. Mais cela suffit pour expliquer la défaite démocrate. Quand on rapproche la victoire de Trump au bon bilan, de toutes les façons, enregistré par l'administration de Joe Biden, sur le plan économique, l'Amérique ne se porte pas aussi mal qu'on l'aurait imaginé. Non, c'est clair que d'un point de vue économique, l'Amérique ne se porte pas mal. Mais ici, on n'est plus dans le mandat de Biden, on est dans le mandat qui va venir. Quand vous regardez les sondages par thème, parce qu'il y a le sondage tu votes pour qui, il y a des sondages qu'ils ont fait sur les questions de sécurité. C'est-à-dire, entre Kamala et Trump, qui penses-tu qu'il est le plus en mesure d'assurer la sécurité des États-Unis? Mais sur ces sondages, Trump a battu Kamala Harris. Sur les sondages également concernant l'économie américaine, à qui on fait le plus confiance pour continuer cette avancée de l'économie américaine, Trump battait Kamala Harris sur ces questions-là également. Et il ne faut pas oublier que Trump est un peu l'Américain type. Chef d'entreprise, avec ses avions, avec son hôtel, etc. Donc sur les questions économiques, il est clair que si Trump devait dire « voilà ce que moi j'ai fait, voilà ce que j'ai construit », Kamala n'aurait pas pu tenir un tel discours. Donc entre les personnes, c'est vrai que quand des gens raisonnent en termes de démocratie, quand des gens raisonnent en termes d'administration, quand les gens raisonnent en termes d'une gouvernance qui va être une gouvernance sereine, on va préférer Kamala Harris. Mais sur d'autres questions, Trump prenait le devant par rapport à Kamala Harris et les sondages l'ont toujours montré clairement. Mais après Hillary Clinton, voilà une dame échouée au pied du Pentagone. C'est-à-dire que les Américains ne sont pas encore prêts à élire une femme à la tête du pays. Mais on est obligé de l'intégrer dans les calculs. Puisque malgré tout ce qu'on nous dit sur la question de la femme, malgré tout ce qu'on nous dit sur le genre, malgré tout ce qu'on nous dit sur la parité, là où on a conçu ces concepts, on a encore beaucoup de mal à élire une femme. De sorte que souvent, ce qui permet aux femmes même d'aller au Parlement, on est obligé de passer par la loi. Parce que les gens l'oublient. Il y a beaucoup de femmes dans ces parlements parce que la loi exige que sur les listes électorales, qu'il y ait un certain positionnement qui permette aux femmes de pouvoir aller au niveau de l'Assemblée. Et ça trompe les gens parce que souvent on regarde plutôt du côté Afrique en pensant que c'est ici qu'on ne le voit pas, alors que en Afrique, des femmes ont dirigé des pays. Le Libéria, par exemple, avec Helen Johnson Sirleaf. Tout à fait. Il y a également, comment ça s'appelle encore, pas le Mozambique, j'oublie la Zambie, qui est dirigée également par une femme. Donc en Afrique, ce n'est pas un problème. Des femmes premières ministres en Afrique, il y en a eu également beaucoup. Et pas de façon récente seulement. La question qu'il faut se poser, effectivement, est-ce qu'il y a un problème avec le fait qu'une femme soit à la tête du pays, dans certains des pays qu'on considère comme des pays avancés, des pays où, en principe, l'égalité entre l'homme et la femme est quelque chose de reconnu de façon absolue. Aujourd'hui, effectivement, cette interrogation se pose parce que quand même, en termes de profil, Kamala n'a pas de problème par rapport à un profil pour pouvoir devenir le président des États-Unis. Je rappelle tout le temps qu'elle était déjà vice-présidente, mais en cas d'accident créant un empêchement de Biden, elle allait se retrouver automatiquement présidente des États-Unis. Donc le profil était déjà assuré. Elle pouvait, dans certaines circonstances, assumer le rôle de président de la République. Pourquoi on l'accepte numéro 2 et pourquoi on a du mal à l'accepter numéro 1? Il va falloir peut-être que les sociologues essayent d'étudier cette question pour qu'on puisse avoir une réponse plus claire. Donald Trump, on le connaît parce qu'il a déjà dirigé les États-Unis pendant 4 ans, mandat plus ou moins controversé, mais comment comprendre le fait que les Américains lui aient fait confiance autant pour un deuxième mandat? A-t-il été élu par défaut? Par défaut, c'est possible, mais ce n'est pas évident. C'est possible parce que je disais tantôt que n'oublions pas que Donald Trump a son électorat.
il a tellement son électorat que parmi les républicains, ceux qui veulent devenir sénateurs, ceux qui veulent aller au niveau de la Chambre des représentants, même quand Donald Trump fait des bourdes, même quand ils ne sont pas d'accord avec lui, on évite de l'affronter en face parce que tu risques de ne pas profiter de cet électorat qui est un électorat à la limite fidèle à Donald Trump. Et c'est des millions de personnes. D'ailleurs, il joue beaucoup là-dessus. La deuxième chose, pour moi, il n'est pas nécessairement élu par défaut. Regardez la course aux obstacles. Tentative d'assassinat, procès en série. Regardez tout ce qu'on a mis comme obstacle devant lui. Mais par rapport à ses électeurs, à chaque fois qu'il y a eu un problème où l'on pouvait penser que bon, avec ça, Trump est fini, ou Trump aura des problèmes, ça a renforcé ses électeurs. Les gens ont cotisé davantage pour lui, pour marquer leur fidélité malgré les situations difficiles. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a été élu par défaut quand on regarde cela de ce côté-là? Maintenant, il est vrai que du côté des démocrates, ils s'y sont pris très tardivement. Moi, je crois que c'est le plus gros problème, y compris même pour le soutien par rapport à Kamala Harris. Parce qu'on se rappelle, quand on commençait à dire il faut que ça soit Kamala Harris, il y avait des doutes même sur est-ce que Obama va le soutenir ou pas. Mais finalement, il a obtenu le soutien massif de la famille Obama. Mais avec beaucoup de retard. Il faut le dire, c'était à un certain moment où les gens se sont rendus compte qu'attendez, si ce n'est pas elle, aller rechercher un processus pour faire des primaires alors qu'on est déjà particulièrement en retard. C'est là où il faut se demander est-ce que ce n'est pas Kamala plutôt qui est une candidate plutôt par défaut. C'est-à-dire celle qu'on n'attendait pas et qui arrive parce que Biden ne part plus et qui arrive aussi parce qu'elle était dans cette posture de vice-présidente. Et il n'est pas évident que si on avait fait des primaires, il y avait d'autres têtes que les gens voulaient faire sortir, y compris même la femme de Obama. Bon, c'est là où il faut se poser des questions. Est-ce que plutôt, ce n'est pas les démocrates qui ont eu un candidat par défaut et ils en ont payé le prix? Évidemment, avec l'élection de Donald Trump, dont on connaît les tendances, est-ce que la société américaine est en train de virer vers la droite, ou disons simplement l'extrême droite, parce qu'on connaît ses positions, Donald Trump? Oui, mais c'est pourquoi quand les résultats sont sortis, si vous regardez, d'un côté c'était le triomphe, de l'autre c'était la douche froide, c'était l'angoisse. Puisque vous avez des gens qui sont pour le mode de vie américain. Regardez la campagne de Trump, regardez comment il danse sur scène, regardez mais c'est lui que les Américains veulent. En fait, il se présente comme l'Américain type. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont élu des gens comme Reagan, que les gens qualifiés d'être des cow-boys et autres. Il y a ce talent que Trump présente, qui est le type de personnage qui rassure les Américains sur un certain nombre de plans. Kamala ne l'a pas fait sur ce plan-là, ça il faut vraiment le reconnaître. Il y avait la maîtrise de ses sujets, etc. Elle savait de quoi il parlait et tout, mais bon, aux États-Unis, de façon générale, on dit que ce qui les intéresse pour élire un président de la République, ce n'est pas qu'il soit professeur d'université ou pas. C'est pas ça, c'est de ce côté-là qu'ils regardent. Faut dire que Trump a semblé mieux comprendre l'esprit des Américains et a joué sur cela pour pouvoir se mettre dans la posture dans laquelle il s'est trouvé au finish. Mais ça fait que pour Kamala, c'était pour quelqu'un qui raisonne, etc., oui. Alors qu'on nous trompe, la société américaine, les gens ne votent pas en raisonnant ou en faisant du quoi que ce soit. Il y a deux choses fondamentalement qui les intéressent. La première, c'est leur poche. Quand Trump a pris le pouvoir, les Américains ne sont pas tombés d'un point de vue économique. Il a fait du résultat sur le plan économique. Et quand on regarde lui-même son action individuelle, il a fait du résultat pour son propre compte d'un point de vue économique. Alors que cette question, c'est la première question qui intéresse les Américains de façon générale. Ça va à un point tel que, mais regardez parmi les partisans de Trump, mais vous avez des Noirs qui devraient plutôt s'émouvoir et dénoncer le discours de Trump, parce que Trump allait jusqu'à dire que c'est des animaux qui viennent pour souiller pratiquement le sang américain. Mais vous avez des Noirs là-bas. Vous avez des gens de couleur, des hispaniques, qui sont là, que vous voyez habillés en rouge comme tout le monde, crier, supporter Trump, alors que dans le discours de Trump, eux, on les classe en seconde ou en troisième catégorie. Mais c'est parce que ceux-là ne regardent pas ce discours, mais ils regardent le fait que voilà quelqu'un qui peut, avec son American First, voilà quelqu'un qui va s'occuper des États-Unis et qui va faire avancer
les Américains, parce que c'est ça qui intéresse les Américains. On n'a pas senti véritablement cela chez Kamala, comme on le ressentait chez Trump, qui était là, sûr de lui-même, garantissant bien des choses qu'il va faire et qui vont devenir bientôt ses problèmes, parce que promesses électorales et réalisation des promesses, il y a souvent un fossé entre les deux. Trump 2 sera-t-il différent de Trump 1? Est-ce qu'après la première expérience à la Maison-Blanche, Donald Trump va-t-il s'assagir ou gardera-t-il toujours sa ligne iconoclaste, mettant les pieds dans les plats régulièrement dans les affaires, même internationales? Espérons que ça sera un Trump amélioré par l'expérience. À mon avis, c'est ce qui est mieux pour les États-Unis, mais c'est ce qui est mieux pour le monde de façon générale. Parce que quand je taquine, je dis que Trump est difficile à mettre dans une grille d'analyse, puisqu'il est imprévisible. D'ailleurs, on l'a vu pendant son mandat, beaucoup de ses conseillers se sont séparés de lui, parce que ce monsieur qui restait dans sa chambre en pleine nuit, qui faisait des tweets, qui faisait scandale, le conseiller finalement, il se demande c'est quoi son rôle finalement dans cette affaire-là. Mais si c'est ce Trump-là qui revient, on va se retrouver dans la même situation où très certainement on va tenter encore de faire de l'impeachment pour essayer de l'amener, d'enlever de la tête du pays parce qu'il a commis telle ou telle erreur. Mais ce qui risque d'être compliqué parce qu'avec ces élections, les républicains ont repris le Sénat. On attend encore pour la Chambre des représentants. Il y a des dépouillements encore qui restent. Ils peuvent prendre également la Chambre des représentants. Ils sont bien partis pour le en ce moment, ce Trump-là ne sera pas facile à détrôner puisque c'est avec ces chambres-là qu'il faut faire ces procédures. Maintenant, au niveau de ces déclarations, on a un Trump qui ressemble quand même au Trump 1. Quand il dit qu'il va organiser la plus grosse opération d'expulsion d'étrangers qu'on n'a jamais vu aux États-Unis, mais c'est le même Trump qui construisait son mur au niveau du Mexique pour empêcher aux gens de venir. Quand il dit qu'il va régler le problème de l'Ukraine en 24 heures, c'est le même Trump qui disait non, les Américains ne peuvent pas être là en train de financer les guerres, les sécurités des autres. C'est ce qu'il avait amené à vouloir que les troupes américaines quittent l'Afghanistan malgré tout ce qu'il y avait comme enjeu là-bas. C'est ce qu'il avait amené à dire aux pays de l'OTAN, on ne va pas assurer votre sécurité, ou si vous voulez qu'on l'assure, payez vous-même. Ce n'est pas les Américains qui vont payer pour assurer votre sécurité. Donc ça, on revoit le même Trump. Mais il y a un visage de Trump que les gens oublient, malgré tout ce qu'il y a comme conflit entre les États-Unis et l'Amérique du Nord. N'oublions pas que Trump avait tenté, avec la Corée plutôt du Nord, n'oublions pas que Trump avait tenté un rapprochement avec la Corée du Nord et il avait rencontré le leader de la Corée du Nord. C'est pourquoi j'ai dit, dans une grille d'analyse, c'est compliqué de mettre ce monsieur-là dedans parce que parfois, il sort là où vous ne l'attendez pas. Mais peut-être l'expérience qu'il a eue avec la première présidentielle, tout ce qui s'est passé pendant cette période, mais s'il le capitalise, on peut voir un Trump qui reste dans son esprit. Les Américains d'abord, les États-Unis d'abord, mais qui améliore sa façon de faire. Maintenant, sur le langage, ça va être extrêmement difficile que ce monsieur-là change parce que même dans la campagne, parfois, il a dit des choses, c'est tout sauf la sérénité, c'est tout sauf la civilité, mais comme quand il le dit, ces gens bougent, ces gens sautent, mais il l'a compris, il fait ce jeu, il y a ce côté populiste un peu qu'il a, qui à mon avis est un peu dangereux parce que quand on est dans du populisme, on n'est pas dans la sérénité. Une dernière question, Mamadou Diouf. A quelque chose, la défaite de Kamala Harris est-elle bonne? Parce que la victoire de Trump, est-ce qu'elle n'évite pas aux États-Unis une crise de démocratie? Parce que à cette heure-là, peut-être serait-il en train de contester bruyamment les élections avec des émeutes dans les rues de Washington et ailleurs. Mais il l'a déjà fait, je m'étonne qu'il n'en parle pas. Il avait déjà commencé à dire qu'il y a déjà de la fraude à Philadelphie, etc. Il avait déjà commencé à dire qu'il y a fraude. Mais bon, il a gagné dans la fraude alors. En fait, il faut que quand même, sur ce plan-là, Trump n'est pas un exemple en matière de démocratie. Ce n'est pas un bon joueur. Le fair play, c'est d'accepter la victoire, mais c'est également d'accepter la défaite. On n'a pas encore entendu Kamala. J'espère qu'elle va faire du fair play. Elle a 60 ans. Elle peut encore attendre 4 années et revenir en force pour les prochaines élections parce qu'elle a quand même capitalisé un certain nombre d'éléments qui peuvent lui permettre, si elle revenait, ça ne sera pas avec Trump, je ne sais pas, ça sera avec qui, avoir certainement une petite avance par rapport à son concurrent. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Merci Mamadou Diouf pour votre décryptage. Les informations se poursuivent sur votre chaîne Iwanda Info.